Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre plateau Entretien Brut. Entretien, votre plateau où les discussions se passent. Nous parlons du Mali, des Maliens, essentiellement. Alors, pour ce plateau aujourd'hui, nous avons des invités, nous avons un thème. Et notre plateau aura pour thème « Faisons l'actualité ». Pour en discuter, pour en débattre, pour faire l'actualité sur le plateau de Mandé TV, nous avons deux invités. Notre premier invité est Dr Ibrahim Sango. Il est le président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Il est également expert dans plusieurs domaines, notamment des questions liées à la démocratie, la bonne gouvernance, le processus électoral, plein d'autres. Il a beaucoup de casquettes. Pour ne s'arrêter qu'à presque cela, il est journaliste, docteur en communication. Docteur Sango, merci d'avoir accepté l'invitation et soyez la bienvenue. Merci à vous. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être là et de pouvoir échanger avec vous. Notre second invité pour cet entretien, évidemment, est M. Alassane Cissé. Alassane Cissé est journaliste, directeur et promoteur du journal L'Adversaire. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour. Merci de vous rendre disponible. Merci, on est ensemble pour décortiquer la... Inch'Allah, on va faire l'actualité aujourd'hui sur le plateau de Mandé TV. Alors l'actualité au Mali, chers téléspectateurs de Mandé TV, nous n'allons pas aller loin. On va tout simplement faire l'actualité nationale, l'actualité qui intéresse les Maliens, tout simplement. On va être la bouche des Maliens quelque part. Voilà. Donc, docteur Sango, monsieur Cissé, l'actualité aujourd'hui, pour la faire, aujourd'hui, on ouvre un journal, on regarde une télé, partout sur les plateformes, les réseaux sociaux, ce qui revient et revient constamment, c'est le référendum qui doit se passer très bientôt. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que les Maliens en pensent? Quel regard avez-vous par rapport au référendum? Si c'est, vous écrivez sur votre page politique, qu'est-ce que disent les Maliens et qu'est-ce que vous dites aussi aux Maliens par rapport à cela? Alors, je vais commencer par Dr Sango, le référendum. Le référendum, je pense que le référendum est attendu par les Maliens. Parce que c'était prévu pour le 19 mars, après ils ont décalé, maintenant c'est prévu pour le 18 juin, et sur l'ensemble du territoire, il y a des préparatifs. Parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a deux organes qui gèrent le processus électoral au Mali. Il y a l'autorité indépendante de gestion des élections, et puis il y a le ministère de l'administration du territoire. Donc les deux sont en train de se donner la main pour qu'on puisse voter le 18 juin. Mais pas seulement le 18 juin, le 11 juin aussi, parce que les forces de défense et de sécurité doivent voter le 11 juin, et le 18 juin, les civils pourront voter. Mais est-ce qu'on pourra voter finalement le 18 juin? C'est la question qu'on pose actuellement par rapport à Kidal, parce que le référendum doit se tenir sur l'ensemble du territoire national. Alors, s'il y a une partie du territoire où on ne peut pas tenir le référendum, on est obligé soit de reporter ou bien d'abandonner le référendum. Mais dans tous les cas, les Maliens sont aujourd'hui mobilisés. Il y a des camps de oui, des camps de non, pour dire qu'on va aller au référendum, doter le Mali d'une nouvelle constitution. D'accord. Monsieur Cissé, dans vos pages, qu'est-ce qui ressort un petit peu? Bon, ce qui ressort de tout, de l'actualité là où nous sommes, est vraiment le référendum du 18 juin. Cet référendum étant attendu parce que il faut quand même, comme ça a été démontré, que l'ancienne constitution ne répond plus à l'environnement actuel. Donc il faut quand même faire une innovation, il faut faire des amendements. Et par rapport à ça, il faut aller vers une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution qui a été soumise, qui sera soumise à l'appréciation du peuple malien le 18 juin, doit être vraiment la chose qui doit répondre à l'aspiration profonde de tous les Maliens. Donc nous sommes dans cette mouvance et puis les populations sont en train de se mobiliser. Les autorités aussi sont à pied d'œuvre pour que cette révision référendaire soit une réalité. Là où nous sommes, bon, il y a une partie du pays, bien sûr, à Kidal, qui n'est pas un peu... il y a un peu l'insécurité résiduelle, mais
ça n'empêche que vraiment, on peut aller vraiment à des élections référendaires pour cette constitution qui est vraiment fondamentale pour le Mali. D'accord, merci. Par rapport au Nord, Kidal, on sait très bien qu'il y a des médiations qui sont en train de se mettre en place. On a vu les communications passer concernant le ministre de la Réconciliation qui est passé, qui est en train de les voir. Je pense que des démarches sont toujours en cours. Maintenant, lors de ces discussions, on verra si peut-être il y a plus d'infos à pouvoir donner à cela. Quand on parle de référendum, on parle surtout de projet de constitution. J'aimerais bien que le professeur... docteur plutôt Sango puisse nous donner ça, parce que vous êtes quand même expert en processus électoral. Vous avez quand même des outils en main pour pouvoir dire quelque chose. Le projet de constitution, à notre sens, a des avancées majeures. Le texte comporte des avancées majeures. On peut citer quelques exemples. Par exemple, aujourd'hui, dans le projet de constitution, il est dit que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Donc, ça écarte l'union entre un homme et un homme, ça écarte l'union entre une femme et une femme. Donc, ça, c'est clairement dit dans le projet de constitution. Maintenant, la deuxième chose qui est dite aussi dans le projet de constitution, c'est que ce projet reconnaît le travail de la société civile. Parce qu'avant, dans la constitution de 92, on ne reconnaît pas le travail de la société civile. Mais cette fois, dans le projet de constitution, on reconnaît le travail de la société civile. Ensuite, il y avait auparavant dans le processus électoral des difficultés. Des difficultés par rapport, par exemple, à l'élection du président de la République. Avant, le président de la République, il était élu dans l'intervalle de 2 semaines. Et on a vu très souvent, de 92 à aujourd'hui, on a vu que souvent la Cour constitutionnelle donne les résultats définitifs du premier tour et il reste que 2 jours ou bien 1 jour avant le second tour. Donc la campagne électorale était impossible. Les 2 candidats finalistes n'arrivaient pas à expliquer leur programme de société aux Maliens. Donc maintenant, dans le projet de constitution, on a dit qu'il faut organiser le 2e tour de l'élection présidentielle 3 semaines après la programmation définitive des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle. Ça, c'est une grande avancée. L'autre avancée aussi dans le projet de constitution, c'est l'élection des députés, le mode d'élection des députés. Parce qu'aujourd'hui, c'est le scrutin majoritaire à 2 tours. Et ce scrutin majoritaire à 2 tours ne permet pas la représentativité de tous les courants au sein de l'Assemblée nationale. L'exemple qu'on peut donner à ce niveau, c'est par exemple le cercle de Sikasso ou bien le cercle de Kati, qui ont droit à 7 députés. Souvent, s'il y a 10 listes en compétition, les 2 listes finalistes, si une liste a 50,01%, cette liste remporte les 7 députés. Et la liste qui a 49,99% s'en sort avec 0 député. Donc maintenant, on a dit dans le projet de constitution que le scrutin sera proportionnel, majoritaire ou mixte. Ça veut dire que s'il y a 5 listes en compétition ou bien 10 listes en compétition, les 5 premiers peuvent avoir chacun des députés au sein de l'Assemblée nationale. Et cela va permettre une représentativité des courants de pensée des Maliens au sein de l'Assemblée nationale. Ça, c'est des avancées. Et l'autre avancée, c'est par rapport aux instruments juridiques internationaux, comme la Charte africaine de la démocratie, le protocole additionnel de la CEDEAO, qui insistent sur le fait que les forces de défense et de sécurité ne doivent pas se mêler de politique. Et ça a été transposé dans le projet de constitution pour dire, désormais, en République du Mali, les forces de défense et de sécurité ne vont pas s'occuper de politique. Et ils vont s'occuper de la défense du territoire, l'intégrité du territoire, la défense des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Et ces forces de défense et de sécurité seront soumises à l'autorité politique qui constitue les civils. Donc c'est les civils qui ont droit à faire la politique, mais pas les militaires. Cela a été transposé dans les nouveaux projets de constitution, donc ça c'est des avancées. Mais dans ce projet de constitution, il y a aussi des atteintes non comblées. Les atteintes non comblées, c'est qu'on n'est pas arrivé à faire la séparation entre le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Le projet de constitution dit que le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Or, si le président prête serment et qu'il commet des fautes qui sont susceptibles de faire traduire devant la justice, c'est le Parlement qui peut mettre le président de la République, qui peut le traduire en justice. Or, le Parlement est constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat. Maintenant, le président, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. S'il peut dissoudre l'Assemblée nationale, ça veut dire que ce Parlement ne pourra pas traduire le président en justice. Et le président reste le président du Conseil supérieur de la magistrature. Or, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'instance qui est là pour la promotion des magistrats, pour la mutation des magistrats, etc. Donc, il continue à avoir une même mise sur l'appareil judiciaire. Non seulement sur l'appareil judiciaire, sur l'appareil législatif,
Donc ça, c'est des attentes non comblées au niveau du projet de constitution. Il y a d'autres choses aussi dans le projet de constitution par rapport au Sénat. Le Sénat, ce sera 3/4 pour des élections indirectes par rapport aux conseillers qui seront élus. Ils vont élire en leur sein des représentants au Sénat. Mais 1/4 sera formé de légitimité traditionnelle et aussi de personnalités qui ont marqué la vie de l'État. Bon, à ce niveau, des questions se posent, surtout par rapport aux légitimités traditionnelles. Parce qu'on voit qu'au Mali, quand la colonisation est venue, les véritables chefs traditionnels ont été mis en écart. Et ceux qui ont collaboré avec l'État, c'est eux qui sont aujourd'hui appelés légitimité traditionnelle. Donc ça risque de soulever des problèmes par rapport au projet de constitution. Mais dans l'ensemble, nous, on a vu qu'il y a plus d'avancées que d'atteintes non comblées dans les nouveaux projets de constitution. D'accord. Légitimité traditionnelle, M. Cissé, par rapport à ce volet de la Constitution, vous pensez que comment tout ça pourra, dans les mois à venir ou les années à venir, pouvoir se mettre en place? Bon, normalement, dans les jours à venir, cette question de légitimité traditionnelle, comme l'a dit vraiment le docteur, ça peut soulever des problèmes. Parce que moi, j'ai eu à remarquer au niveau même des critères, parce que même au niveau même des différentes localités, les gens n'arrivent même pas à se comprendre. Ils font la confusion entre légitimité traditionnelle, ou bien, les chefs de canton et puis, comment on appelle là, les autres membres des localités, quoi. Donc ça porte à confusion. Ce qui veut dire que dans les jours à venir, ça peut amener vraiment un problème. Parce que, on a dit légitimité traditionnelle, il y a les chefferies aussi qui sont là. Il y a même de ces localités dans lesquelles d'autres disent que non, comment dire que cette famille peut être légitimité traditionnelle, désignée légitimité traditionnelle. Est-ce que, pourtant, eux, ils sont là depuis, ils sont une chefferie qui est là, bon, tu sais que vraiment, c'est des idées qui portent à confusion. Ça, il faut le dire, c'est quelque chose, bon, je crois que dans les jours à venir, il va falloir vraiment un peu améliorer pour l'adapter dans le cadre, ou bien faire un critère pour essayer de mettre ces légitimités au niveau du Sénat. Pour l'adapter, mais quelque part, quand vous le dites comme ça, de cette manière-là, actuellement le gouvernement est en pleine promotion, campagne pour vulgariser le projet de constitution. Votre approche par rapport à cette compréhension des citoyens, moi la question que je suis en train de me poser est de savoir est-ce que les citoyens se sont réellement imprégnés de ce projet de constitution, parce que c'est ce qui a été très souvent reproché à d'autres tentatives de changement de la Constitution par le passé, notamment avec le dernier gouvernement qui était là, avec Ibrahim paix à son âme, qui repose en paix, Ibrahim Boubacar Keïta. Il y avait un problème de communication, de divulgation. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut être sûr que la majorité des Maliens, peut-être pas tous, arrivent vraiment à déceler tout ça? Parce que ce que vous dites, par exemple, pour les légitimités, c'est pas le citoyen qui est à Bamako qui doit s'imprégner de ça en premier. C'est plutôt ceux qui sont dans... C'est ceux qui sont dans les villages. C'est ceux qui sont dans le... En réalité, vraiment, il fallait beaucoup de temps pour essayer d'imprégner la majorité des populations. Parce que comment on appelle, la population malienne ne se limite pas seulement à Bamako, ou bien ceux qui parlent seulement français. C'est dans les fins fonds des villages. Parce que les légitimités, c'est dans les fins fonds des villages qu'on connaît le vrai sens des légitimités et des chefferies. Ce n'est pas à Bamako. Bamako, on ne connaît pas la réalité même de ce que dire chefferie, on dit non, c'est un chef de quartier. Mais sinon, dans les villages, là-bas, c'est d'une grande importance. Donc c'est pourquoi moi, je disais qu'il faut quand même faire tout pour essayer vraiment de mener une large campagne d'information à travers ces localités pour essayer vraiment de sensibiliser les populations par rapport aux critères concernant ces légitimités traditionnelles. Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard. Même après, on peut mener des campagnes pour expliquer aux populations ou bien à ces différentes localités quels sont les critères de désignation de ces légitimités.
Ça peut vraiment quand même apaiser quand même ce que je retiens là, ce que vous dites qu'il faut du temps, il faut beaucoup de temps, mais docteur Sango, le temps, ça compte. On a déjà reporté les référendums de mars en juin et il y a aussi le chronogramme des élections à pouvoir respecter. Jusque-là, il y a un chronogramme qui a été défini pour essayer de rassurer, on va dire en premier la CEDEAO, pour lever les sanctions et tout ça. Par rapport au chronogramme des élections, avec ce décalage du référendum, qu'est-ce que vous percevez, qu'est-ce que vous avez comme réflexion, peut-être dans vos travaux par rapport à cela? Bon, le chronogramme est irréaliste. Le chronogramme qui a été donné à la CEDEAO en juin 2022, nous on a toujours dit que c'est un chronogramme irréaliste. Parce qu'on ne peut pas faire 6 grandes élections pour sortir de la transition. On n'a pas demandé aux autorités de la transition de tout faire, mais de faire ce qui est possible. Et avec la nouvelle loi électorale, c'est l'autorité indépendante de gestion des élections qui doit donner un calendrier électoral ou bien un chronogramme électoral. Il n'appartient plus au gouvernement de donner un calendrier électoral parce que c'est l'autorité indépendante de gestion des élections qui est en charge d'organiser les élections à la République du Mali. Cette autorité est aidée par le ministère de l'administration territoriale, mais le gouvernement n'organise plus les élections à la République du Mali. Donc ça c'est un fait. Donc le chronogramme qui a été donné est un chronogramme irréaliste. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers le référendum. Je suis d'accord avec Cissé quand il dit que les gens ne comprennent pas. Parce qu'au Mali, il y a 17% de francophones. Les 83%, c'est les utilisateurs d'autres langues. Et il faut expliquer aux gens qu'est-ce qui est dans les textes pour que les gens puissent s'approprier les textes. Mais si on n'explique pas, ils ne vont pas s'approprier. Donc, un chronogramme qui dit on va faire le référendum, la date a été repoussée, on est en juin, ça va se tenir. Peut-être, parce que le 18 juin, il y a des doutes si le 18 juin va tenir, étant entendu la situation de Kidal actuellement. Donc, ça peut être reporté ou abandonné. Mais dans tous les cas, si le projet de constitution passe, en juillet, ce projet peut être promulgué par le président de la transition, mais il faut revoir d'autres textes, comme la loi électorale qui doit être revue encore, comme la loi organique sur les députés qui doit être revue. Pourquoi la loi électorale doit être revue? Je vous ai parlé tantôt du délai entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Ça y est, dans la loi, il faut changer. Et le mode de scrutin pour l'élection des députés, ça y est, dans la loi électorale, il faut changer. Ensuite, la circonscription électorale pour l'élection des députés. Aujourd'hui, la circonscription électorale, c'est le cercle. Or, le gouvernement de transition a créé 99 nouveaux cercles. Il y avait 49 cercles, ATT a créé 11 nouveaux cercles, et le gouvernement de transition a créé 99 nouveaux cercles. Ça fait un total de 159 cercles. Donc, comment choisir des députés dans les 150 nouveaux cercles du Mali, alors que les 99 nouveaux cercles qui ont été créés n'ont pas été opérationnels? Ça, c'est une question. Parce que si on voit l'exemple de ATT en 2012, qui a créé 11 nouveaux cercles, et il y a eu les élections législatives de 2020, les 11 nouveaux cercles n'ont pas pu participer aux élections de 2020, alors qu'ils ont été créés en 2012. Donc il faut un temps pour que les cercles soient opérationnels. Et pour le référendum, les 11 nouveaux cercles vont participer avec les 49 cercles. Donc vous avez au total 60 cercles. Et c'est cette carte électorale qui est disponible. Maintenant, s'il y a 159 cercles, comment faire pour que tous les cercles puissent participer aux élections et donner des députés? Donc c'est ça la problématique du chronogramme. Ce chronogramme n'est pas réaliste. À notre sens, après ce référendum, il va falloir réduire les textes et puis s'attaquer à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle pour marquer la fin de la transition. Comme ça, s'il y a un nouveau gouvernement qui vient, ce nouveau gouvernement va s'atteler à organiser les autres élections. Sinon, on n'a pas dit à la transition de tout faire. Et ce qui est possible, après le référendum, c'est l'élection présidentielle qui est prévue pour février 2024, parce que la transition doit prendre fin en mars 2024. Donc on doit voir ce qui est possible, ce qui est réalisable, ce qui est réaliste pour sortir de la transition. D'accord. Monsieur Cissé, vous pensez aussi que, disons, les tâches à pouvoir faire sont énormes? Non, effectivement, il faut le dire. Hein. On ne peut pas faire tout à la va-vite comme ça, c'est un peu... Vous revenez souvent sur la va-vite, hein? Oui, parce pourtant, que j'ai l'impression... le temps court, mais j'ai l'impression qu'on pousse, il faut aller, voilà, il faut aller vite, il faut faire ça, quel qu'en soit... Hein. Bon, il faut mesurer aussi les conséquences avant de dire que non, on va aller, on va faire ça comme ça. Moi, je pense que il l'a si bien dit, le temps n'est pas opportun. Le temps n'est pas opportun. Ce qu'il a dit, c'est une réalité. On ne peut pas faire vraiment des élections
dans un si court délai, dire qu'on va faire des élections présidentielles, on va faire les élections législatives et autres, là, c'est impossible, c'est impossible. Moi, je crois que on devrait quand même, les gouvernements devraient quand même se limiter quand même seulement à mettre, comment on appelle, à fixer un délai, et à partir de ce délai, organiser des élections. Et après ces élections, maintenant, comment on appelle, le gouvernement qui sera ici de ces élections va essayer vraiment quand même de faire une petite modification ou bien des élections référendaires. Ça quand même c'est un peu... Parce que même dans les textes, il y a l'article 52 qui est en contradiction avec même cette, comment on appelle là, cette révision constitutionnelle. Donc moi j'ai pensé que vraiment ce qui était loisible c'était vraiment d'organiser quand même les élections. Après maintenant, organiser des élections référendaires par rapport à cette constitution. Parce qu'une constitution, c'est l'acte fondamental d'une république. Elle ne doit pas se faire à la va-vite. On doit laisser le temps et puis donner le temps à tout le peuple de réfléchir sur tous les articles. Et par rapport à ça, maintenant, aller vraiment au référendum. Je ne suis pas contre, mais quand même, moi, je pense que vraiment, c'était plus réaliste, quoi. Donc, monsieur, je veux vous demander, donc vous pensez que par rapport à la date de cette période de transition, il y a eu beaucoup de débats, 3 ans, 2 ans, ça a été beaucoup de discussions avec la CEDEAO et notamment cette équipe de transition. Donc, vous êtes d'avis que la transition devait plutôt avoir une longévité plus que ce qu'elle a maintenant? Même pas, même pas. Vous savez, la transition, on s'est écarté de l'ordre constitutionnel. Et donc, pour revenir à l'ordre constitutionnel, l'élection seulement du président de la République suffit pour qu'on retourne à l'ordre constitutionnel. Et c'est là où on interpelle aussi nos autorités et puis tous ceux qui nous dirigent. Le serment est sacré, la parole donnée est sacrée. Et on a dit dans un premier temps 18 mois de transition, on n'a pas pu. Maintenant, on dit 24 mois de transition et on veut tout faire. On ne peut pas tout faire. Une transition ne peut pas tout faire. Et donc, il faut quitter rapidement la transition. Et le référendum qui est prévu, pour nous, c'est possible de faire le référendum parce que la Constitution de 92 a été malmenée par les hommes politiques. Et après, les militaires sont venus, ils ont fait le coup d'État. Et à ce sujet, je peux vous donner des exemples hein, pour la Constitution de 92. Le mandat des députés, c'est 5 ans. En 2018, et la Cour constitutionnelle et le gouvernement et les partis politiques de l'opposition et de la majorité de l'époque ont tous violé la Constitution en donnant un mandat supplémentaire de 6 mois aux députés. En 2019, ils ont donné un mandat supplémentaire de 9 mois aux députés. Ça, c'est la Constitution condamne cela. Ensuite, quand vous voyez une institution comme le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui, dans la nouvelle Constitution, va prendre le nom de Sénat, c'est la même chose. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, depuis 2012, le mandat est fini. Ils ont un mandat de 5 ans, c'est écrit dans la Constitution. Depuis 2012, le mandat est fini, mais jusqu'en 2023, ils sont sur place. Donc, aucune légitimité. Donc, la Constitution a été malmenée, non seulement par les partis politiques, le gouvernement, la Cour constitutionnelle de l'époque, et donc ça pose un problème. Et si aujourd'hui les autorités de la transition veulent faire une nouvelle Constitution, pas réviser la Constitution, ils ne peuvent pas réviser, mais une nouvelle Constitution, cela est possible. Et organiser l'élection présidentielle, cela est possible. Mais toutes les autres élections, on ne pourra pas les organiser. Par exemple, si on prend les élections communales, aujourd'hui on dit qu'il y a 159 nouveaux cercles. 159 nouveaux cercles, donc chaque cercle a ses communes, différentes des communes qui existent. Donc c'est un surplus de communes. Et ce surplus de communes doit être viabilisé pour participer aux élections. Donc les cercles, les 159 nouveaux cercles doivent être viabilisés pour participer aux élections. Maintenant, il est possible d'organiser l'élection présidentielle parce que le délai de convocation pour l'élection présidentielle, c'est 90 jours. Donc si on veut faire l'élection présidentielle en février, on va compter janvier, décembre, novembre. Novembre, il faut convoquer le collège électoral. Or, si on fait le référendum aujourd'hui, obligatoirement, on doit relire les textes, que ce soit par rapport aux collectivités territoriales, que ce soit par rapport aux cercles, que ce soit par rapport aux régions, on doit relire des textes. Donc, la loi organique des députés doit être relire. Maintenant, on a juillet, on promulgue juillet, août, septembre, octobre. Donc, il n'y a que 4 mois pour la relecture. Or, le temps de relecture des textes aussi compte.
Parce que si vous voyez la loi électorale de 2022 qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, elle a été déposée sur la table de l'Assemblée depuis décembre 2021, mais c'est en juin 2022 que la loi est sortie. Donc un délai de 6 mois comme ça. Donc il faut un temps au CNT pour relire les textes, pour qu'on ait de nouveaux textes qui peuvent nous amener aux élections. Or, les nouveaux textes qui peuvent nous amener aux élections, on n'a que 4 mois pour cela. Donc 4 mois d'intervalle, on ne peut pas organiser d'autres élections parce qu'on est dans le temps de la relecture des textes. Et si la relecture finit, on convoque le collège électoral pour l'élection présidentielle. Pour les élections législatives, nous pensons que ce n'est pas possible, parce que 159 nouveaux cercles qui vont participer aux élections, ce n'est pas possible dans l'immédiat. Mais ne pensez-vous pas que peut-être qu'ils vont coupler certaines élections aussi? Avec cela, ça peut être possible? Avec cela, moi je vois qu'avec cela, c'est possible. C'est possible qu'il y ait des élections couplées. Mais à savoir, on couple avec quoi? C'est-à-dire coupler comment on appelle les présidentielles et les législatives. Ça, c'est pas possible. Ou bien coupler comment on appelle les législatives et puis les communales. Ça aussi, c'est possible. Bon, moi, je ne suis pas tellement de cet avis parce que pour organiser les élections législatives, la loi dit la circonscription électorale, c'est le cercle. Aujourd'hui, la carte électorale qui est disponible, c'est 60 cercles. Ce n'est pas 159 cercles. Donc, c'est ça la première difficulté. Donc, les nouveaux cercles qui ont été créés vont attendre. C'est comme depuis 2019, ATT a créé 19 régions. Mais les 19 régions ne sont pas opérationnelles. Et aujourd'hui, la carte électorale qui existe, le fichier électoral qui existe, parle de 10 régions, de 60 cercles. Donc ne parle pas de 19 régions et de 159 cercles. Or, pour organiser des élections, il faut d'abord un territoire qui est connu, qui a des habitants, qui a des infrastructures, où l'administration est présente, la justice est présente, les forces de défense et de sécurité sont présentes. Il n'y en a pas pour les 159. Donc pour les 67, c'est possible. Mais est-ce que les cercles qui ont été créés en mars 2023 vont dire « Bon, nous, on ne va pas participer aux élections législatives, laissez les autres participer d'abord ». On a connu ce problème en République du Mali en 2016 où les régions non opérationnelles ont dit « On ne participe pas aux élections, il n'y aura pas d'élections dans nos régions parce qu'on n'est pas opérationnel ». Donc c'est ça le problème que ça amène. Si vous créez de nouvelles entités, il faut les rendre opérationnelles avant les élections. Donc aujourd'hui, coupler présidentiel et législatif, c'est un peu compliqué. Parce qu'il n'y a pas de fichier électoral pour les 159 nouveaux cercles. Il y a un fichier électoral pour les 67 seulement. D'accord. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça sur la base des 60 cercles qui existent? Parce que en réalité, c'est ça la carte électorale. Est-ce que ce ne serait pas possible de coupler les élections présidentielles et les législatives? Ou bien coupler les législatives et les communales? Mais est-ce qu'en faisant cela aussi, ça ne va pas créer plus de tension? Parce qu'au Mali, il a été démontré que les élections, c'est vraiment une période de tension. Et à côté de ça aussi, il faut quand même qu'on en parle, il s'agit du fichier électoral. C'est l'un des gros nœuds qu'il y avait au Mali, notamment pour les dernières élections. Aujourd'hui, le fichier électoral, l'équipe de transition, disons la transition qui est là, entreprend des démarches, essaie de mettre quelque chose en place. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est fin prêt, ou ça va être prêt au moment des élections et ce fichier électoral sera enfin blanchi, assaini, sans faille? Sans faille. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas parce que depuis des années-lumière, ce problème des fichiers a été toujours le gros problème. Ça a été toujours le gros problème. Parce que lors des élections, les partis politiques se sont plaignés. C'est à l'origine de ça même qu'ils ont demandé qu'il y ait une agence par rapport à la gestion des élections. Parce que c'est avéré que cette fichier-là vraiment n'est pas fiable. C'est sur la base de ces fichiers-là qu'il y a toutes les fraudes, toutes les manipulations. Et c'est à la suite de ça qu'il a été demandé vraiment de mettre même une agence en place, qui est l'agence pour la gestion des élections, parce que tous les autres là, et puis essayer de voir comment vraiment faire de bonnes élections et avoir un fichier fiable. Voilà. Donc ça va être très compliqué pour l'instant, ou bien on peut garder un peu d'espoir? Bon, à mon avis, on peut garder l'espoir par rapport au fichier électoral. Vous savez, le fichier, comment il est conçu, c'est que chaque année, on a mis dans la loi qu'il y a une révision annuelle des listes électorales. Ça veut dire que du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, il y a une commission qui est installée dans les communes
avec le représentant de l'État qui préside et puis les partis politiques qui sont là pour travailler au sein de la commission. Et cette commission, pour réviser les listes électorales, a 3 missions. Tous ceux qui sont en âge de voter, on doit les mettre dans le fichier électoral. Les personnes décédées, on doit les mettre dans le fichier, on doit les enlever du fichier électoral. Et puis les gens qui veulent transférer, qui ont transféré le domicile, doivent matérialiser leur transfert. Par exemple, quelqu'un qui était à Ségou, il est désormais résident à Bamako, il transfère, il quitte le fichier, la liste électorale de Ségou, il revient sur la liste électorale de Bamako. Ça, c'est le travail. Chaque année, c'est ce qui est demandé pour avoir des fichiers, un fichier électoral toiletté. Mais le travail ne se fait pas correctement. Parce que les commissions administratives, en général, les partis politiques envoient des gens, ils ne les payent pas. Et ces représentants des partis politiques n'ont même pas à manger, donc ne font pas le travail correctement. Pour avoir un fichier électoral, il faut que les commissions administratives soient professionnelles, qu'il y ait des professionnels dedans et que les gens soient payés pour véritablement faire le travail. Donc aujourd'hui, on n'a pas un fichier électoral clair et net, sans reproche, on n'en a pas. Et surtout que la loi dit, du 1er octobre au 31 décembre, c'est l'EJ qui doit superviser la confection des listes électorales. L'EJ n'était pas né en 2022, c'est le 10 janvier que l'EJ a été mise en place. Et aujourd'hui, il y a un fichier électoral qui comporte 8 400 000 électeurs. Et ces 8 400 000 électeurs sont répartis entre les 67 du Mali. Et donc, ça ne comporte pas le nouveau découpage territorial. C'est l'ancien découpage territorial. Donc ça veut dire que c'est ça aussi l'une des difficultés si on veut faire d'autres élections. Si on veut faire les élections des députés, on ne pourra pas, parce que le fichier électoral c'est sur 67. Or, aujourd'hui, le nombre de cercles de la République du Mali, c'est 159. Maintenant, on n'a pas un fichier électoral pour 159 cercles. Et on ne pourra pas faire les élections législatives tout de suite. Parce qu'après le référendum, il faut réduire les textes par rapport à la loi électorale, par rapport à la loi organique des députés. Et les autorités de la transition ont 4 mois pour cela. Parce qu'il faut convoquer entre-temps le collège électoral pour le président de la République, pour l'élection du président de la République. Et ça, c'est 3 mois avant. 90 jours avant, il faut convoquer le collège électoral. Donc si on veut avoir l'élection présidentielle en février, il faudrait déjà en novembre qu'on convoque le collège électoral. Et entre-temps, on ne peut pas organiser d'autres élections parce qu'il faut relire les textes. Et pour relire les textes, ce n'est pas dans la précipitation. Il faut prendre du temps, parler avec tout le monde pour dire quels sont les meilleurs textes qu'il faut pour qu'on puisse aller aux prochaines élections. Avoir un point de vue qui va vraiment dans le même sens et tout ça. Voilà. En parlant d'acteurs politiques, de politique et tout ça, on a quand même vu quelque chose qui se passe depuis quelques jours, quelques semaines, surtout sur les médias, la presse, les journaux, les réseaux sociaux et tout. C'est, comment dire, le revirement de certains politiciens, de certains partis politiques qui n'avaient pas participé aux annéaires, pour dire, et qui étaient un peu réfractaires à la transition. Mais aujourd'hui, la plupart disent oui. Votre avis, il y a une stratégie par rapport à ça ou les citoyens sont étonnés de voir tout ça? Nous travaillons, nous sommes aussi là à faire ce constat-là. Votre avis, votre analyse par rapport à ça, qu'est-ce qui a bien pu se passer en coulisses, si on peut dire ça ici? Bon, moi, à mon avis, les partis politiques sont dans une stratégie aussi. Et ils veulent savoir si on peut faire l'élection des référendaires sur l'ensemble du pays, donc pour avoir des arguments pour dire l'élection présidentielle est possible. Ça, c'est un fait. Mais la réalité, c'est que les partis politiques au Mali, c'est compliqué. Si on voit la crise post-électorale de 2020, c'est les partis politiques eux-mêmes qui ont critiqué, qui ont refusé d'adhérer aux arrêts de la Cour constitutionnelle. Or, la Constitution est claire, les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent à tout le monde, que ce soit les civils, que ce soit les militaires, que ce soit les institutions. Quand la Cour donne un arrêt, ça s'impose à tout le monde. Mais en 2020, les partis politiques ont refusé d'adhérer aux arrêts de la Cour constitutionnelle, d'adhérer aussi aux décisions qui ont été données par le ministère de l'Administration du territoire. Donc on devrait avoir un changement, mais ce changement n'est pas venu. Et quand on voit le projet de constitution, c'est toujours la Cour constitutionnelle qui reste le maître du jeu, l'arbitre. La Cour constitutionnelle est juge et arbitre, est juge et partie dans le processus électoral. Parce que ce soit l'élection référendaire, l'élection du président, les élections législatives, c'est la Cour constitutionnelle qui arbitre. Donc on n'a pas changé cela dans le projet de constitution. Maintenant, tous les grands partis qui ont attaqué
les arrêts de la Cour constitutionnelle en 2020, c'est eux-mêmes qui sont en train de suivre ce mouvement actuel pour dire oui, on est d'accord, voilà, allez-y avec le nouveau projet de constitution. Et donc, quelque part, ça pose la crédibilité des partis politiques à la République du Mali. Ça, il ne faut pas avoir peur de le dire, ça pose le problème de crédibilité. Mais en même temps, les institutions qui sont là doivent aussi être crédibles. Parce qu'en 2020, si vous voyez que les partis politiques ont refusé les arrêts de la Cour constitutionnelle, c'est parce que la Cour constitutionnelle, à un moment donné, a montré des faiblesses en autorisant la violation de la Constitution à travers le rallongement du mandat des députés, une fois, deux fois. La Cour constitutionnelle n'était plus crédible. Donc si vous n'êtes pas crédible, après si vous donnez des arrêts ou des jugements, les gens ne vont pas adhérer. Et c'est ce qu'il faut dire aux autorités, faire beaucoup attention. Et l'exemple qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est la loi électorale. La loi électorale de 2020, qui a été modifiée le 13 mars 2023, après, en mai 2023, la loi électorale est en train d'être modifiée à travers nos ordonnances. Or, tant que le CNT est en session, on ne doit pas prendre une ordonnance. Donc l'ordonnance est venue alors que le CNT est en session. Il est en pleine session. En pleine session. Donc ça pose un problème de crédibilité. Ensuite, on rajoute encore un décret pour dire comment les militaires vont voter. Et on rajoute des dispositions pour dire que les gens peuvent voter avec toutes les pièces d'identité. Alors que cela n'est pas possible. Tant que vous n'êtes pas sur la liste électorale, tant que vous n'avez pas une carte d'électeur, vous ne pourrez pas voter. Mais dire que les gens pourront voter avec n'importe quelle pièce, c'est une fausse communication. Et ça embrouille. Donc, quand vous modifiez les lois qui n'ont même pas été appliquées d'abord, vous continuez à modifier chaque jour. Et la dernière trouvaille des autorités de transition, c'est de dire que les pèlerins vont voter avec des procurations. Ce n'est pas dans la loi électorale. Donc, ça viole la loi. Donc, faisons attention en tant qu'institution, si on est là, il faut mettre en place une loi que les gens comprennent et dans le délai de 6 mois, comme le préconise le protocole additionnel de la CEDEAO, 6 mois avant les élections, il faut qu'une loi soit connue et que cette loi soit vulgarisée, que tout le monde s'approprie de la loi. Mais si chaque fois on est en train de modifier la loi, ça pose des problèmes. D'accord, merci. Dans vos papiers, qu'est-ce que vous avez dit par rapport au revirement voilà. Le revirement des partis politiques vers un oui au référendum, ça s'explique tout simplement par certaines malhonnêtetés des politiques qui ont failli vraiment. C'est de chercher des places en réalité. Vous pensez que c'est une stratégie pour pouvoir se positionner? Voilà, c'est une stratégie pour pouvoir se positionner. C'est ça. Ils sont à la quête vraiment, une démarche de séduction envers le roi du jour. Voilà, c'est une démarche de séduction devant le roi du jour pour avoir vraiment une place à l'ombre. Ça ne s'explique que par ça seulement. Hein. Sinon, vraiment, il faut le dire, les politiciens ont perdu carrément leur légitimité envers le peuple. Il n'y a pas une confiance. Peut-être que aussi c'est avec cette... Moi, je me suis posé la question... Parce qu'ils ont vu aussi, dans cette allure, toute la population est en train d'adhérer à cette révision constitutionnelle, à ces référendums-là. Donc, il faut les suivre. Peut-être avec ça, on peut avoir quand même le sursis. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On a l'impression que s'ils ne se mettent pas dans la course, voilà, les choses... un peu le sursis. Pour y aller sans eux. Voilà. Bon, moi, je crois que l'ordonnance du gouvernement, ça vient dans le cadre de... Parce qu'ils ont lancé les cartes biométriques. Les cartes biométriques ont été lancées, mais il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont été recensés. Beaucoup de gens n'ont... Jusqu'à présent même, est-ce qu'il n'y a pas plus de 200? Parce que je me rappelle la fois dernière, ils ont fait une remise, on était là. Il n'y a pas plus de 200 personnes comme ça qui ont eu les cartes. Les gens ont quand même participé, mais je pense que les gens se sont enrôlés. Même l'enrôlement, c'était pénible. Dans les commissariats, les gens passaient la nuit là-bas pour se faire enrôler. Tout à fait. Avec tout ça là, les gens n'ont pas eu les cartes. Donc il fallait vraiment un plan B. C'est dans ce cadre-là que le gouvernement a choisi, comme on appelle l'ordonnance là, pour pouvoir donner la latitude aux populations de voter sur le référendum. Justement pour éviter un blocage. Voilà, pour éviter un blocage ou bien un vide juridique. Bon, voilà. C'est vrai que c'est des mesures palliatives. Mais vous savez, quand vous faites une loi, il faut planifier. C'est-à-dire quand vous voulez faire des actions, il faut passer par la planification. Et ce qui est recommandé, c'est que 6 mois avant les élections, on doit avoir la loi et ne pas toucher la loi.
Je vous donne un exemple. En 91, les autorités de la transition, en 91, ont pris une ordonnance qui date d'octobre de 91. Et cette ordonnance qui servait de code électoral n'a été modifiée qu'en 97. Donc il y a un temps où vous prenez une loi pour encadrer toutes les choses et puis vous allez aux élections. Mais en juin 2022, on a dit c'est les cartes d'électeurs. En mars, on dit non, ce n'est pas les cartes d'électeurs, c'est les cartes nationales d'identité biométrique. Après, en mai, on dit non, ce n'est pas les cartes d'électeurs biométriques, c'est les cartes d'électeurs. Donc, ça fait un manque de planification. C'est un manque de planification. Et ce n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, que ce soit le projet de constitution, que ce soit la loi électorale, les gens ne maîtrisent pas. Et si les gens ne maîtrisent pas, ce qu'on veut, un fort taux de participation, ça ne pourra pas venir. Parce que quand les gens ne comprennent pas, ils ne vont pas adhérer. Et c'est ce qui se passe. Donc c'est ce qui est vraiment dommage. Maintenant, il y a aussi une communication qui a circulé pour dire avec n'importe quelle pièce d'identité vous pouvez voter. Cela n'est pas possible. Tant que ce n'est pas soit la carte nationale d'identité biométrique, soit la carte d'électeur, vous ne pouvez pas voter. Et la carte d'électeur, sans ça, personne ne peut voter. Maintenant, pour prouver que vous êtes bien propriétaire de la carte d'électeur, vous avez besoin de la carte d'identité, ou bien du permis de conduire, ou bien du passeport, etc. etc. Donc, c'est des pièces qui viennent en support. Mais le principal support pour les élections, c'est la carte d'électeur. Et ce message n'est pas tellement compris par les populations aujourd'hui. Moi, je pense que la carte d'identité, comment on appelle là, les cartes d'électeurs sont faites à base des cartes d'identité. Non, j'ai dit l'acte de naissance d'abord, au niveau de la maternité, c'est l'acte de naissance. C'est à partir de l'acte de naissance que la pièce d'identité est faite. Absolument. Et c'est à partir de là maintenant que les autres pièces viennent. Oui, non, je suis d'accord avec ça. Dans cette logique-là, moi, je dirais que... non, si vous n'êtes pas sur les listes électorales, vous ne pouvez pas voter. Or, les listes électorales, c'est du 1er octobre au 31 décembre qu'on établit les listes électorales. Donc, la première chose, c'est d'être sur la liste électorale. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne pouvez pas voter. Effectivement. Maintenant, l'ENGE a à disposition les listes électorales. Et c'est sur la base des listes que les cartes d'électeurs sont faites. Donc, ça veut dire que les listes électorales sont là. Et sur la base des listes électorales, de 8 400 000 personnes recensées dans les listes électorales, c'est sur la base de ça que les cartes d'électeurs sont faites. Sont sorties, effectivement. Donc, si vous n'avez pas de carte d'électeur, ça veut dire que vous n'êtes même pas dans les listes électorales. Donc, le fait de dire que vous pouvez voter avec n'importe quelle pièce, ça prête à confusion. Parce que la conditionnalité, c'est d'être dans les listes électorales. Et si vous êtes dans les listes électorales, c'est sûr que vous avez votre carte d'électeur. Ça, il n'y a même pas de question. Bon, ça, quand même, voilà. c'est exact. Exactement. Chers amis invités sur le plateau d'entretien brut, il y a quand même un aspect qu'on ne pourra pas passer dessus. Il s'agit de l'accord d'Alger. Voilà, aujourd'hui, on en parle, on n'en parle pas, mais ça revient très souvent par rapport à la situation qui se passe au nord, où on a vu des communications qui faisaient savoir qu'ils n'adhéraient pas vraiment à ce projet. Bon, il y a des discussions en cours, il y a une médiation en cours. L'accord d'Alger, vous pensez que on va définitivement trouver une solution à cela? Bon, à mon sens, on peut trouver une solution. Parce qu'aujourd'hui, quand on a érigé les communes et les régions en collectivités territoriales, c'est pour répondre aussi à l'accord d'Alger. Il y a le code des collectivités territoriales qui dit pour les régions, c'est l'élection directe. C'est-à-dire que le président de la région sera, les conseillers au niveau de la région seront élus directement. Et le premier, c'est comme l'élection communale où celui qui vient en tête des listes devient le président de la région. Donc ça, c'est une préoccupation qui est contenue dans l'accord d'Alger. Maintenant, la décentralisation aussi et la déconcentration, c'est contenu dans l'accord d'Alger. Et c'est appliqué. Parce que quand on voit les lois qui ont été adoptées en mars 2023 en République du Mali, et quand on voit le nombre de 159 cercles, c'est l'accord d'Alger. Parce qu'avec les 159 cercles, Gao, par exemple, se retrouve avec 17 cercles. La région de Gao se retrouve avec 17 cercles. Ça veut dire que même il y a des hameaux, des villages qui ont été érigés en cercle. Donc c'est les plus grandes régions désormais en République du Mali. Il y a la région de Taoudeni, la région de Kidal, la région de Menaka, qui connaissent aussi de nouveaux cercles. Donc tout ça, c'est l'application de l'accord d'Alger. Maintenant, je pense que les gens de Kidal reprochent au gouvernement, c'est des messages qui avaient circulé bien avant aujourd'hui. Les messages souverainistes, le fait de dire que la CEMA est en accord avec Barkhane, est en accord avec telle force. Donc, c'est un blocage aujourd'hui. Et ce blocage, il faut le prendre au sérieux. Parce que si jamais il n'y a pas de référendum à Kidal, le référendum
ne va pas être validé par la Cour constitutionnelle. Tant que sur l'ensemble du territoire national, il n'y a pas le référendum, ce ne sera pas validé par la Cour constitutionnelle. Donc c'est une position que les gens, la CEMA connaît et qu'elle est en train d'exploiter. Maintenant, soit ils s'entendent avant le 18, ou alors le 18, le référendum sera reporté d'une semaine, de 2 semaines, le temps qu'ils accordent le violon, ou alors le référendum sera abandonné si on dit, si Kidal dit toujours qu'elle ne va pas participer. Parce que si Kidal ne participe pas, si tout le reste du Mali participe, le référendum sera annulé par la Cour constitutionnelle parce que ça n'a pas pu se tenir sur l'intégrité du territoire malien. D'accord. Bon, Monsieur Cissé? moi, je trouve que vraiment, par rapport à l'accord d'Alger, là, il y a même des dispositions dans la nouvelle constitution là, qui sent que cette constitution, tant que cette constitution ne sera pas innovée, il y a des dispositions qui ne pourront pas être vraiment mises en œuvre. C'est pourquoi même il a été demandé vraiment, beaucoup de dispositions ont été prises pour que vraiment il y ait un référendum par rapport à cette nouvelle constitution. Mais si ils se lèvent encore pour dire que vraiment ils ne sont pas pour... Vraiment, moi, ça m'étonne fort, quoi. Ça m'étonne fort, vraiment. Il y a des points d'accord. Ça m'étonne fort. Ou même parce que le Premier ministre avait dit à son temps, il y aura une mise en œuvre intelligente de l'accord. Bon, cette mise en œuvre intelligente, ce qui veut dire que les erreurs que les précédents gouvernements ont eu à dire, ils vont essayer d'effacer tout ça là et puis aller vers vraiment une mise en œuvre de l'accord dans les dispositions telles qu'elles sera mise dans la Constitution. Je pense aussi que c'est le terme unitaire qui bloque un peu des négociations avec Kidal parce qu'ils veulent qu'on mette la fédération. Donc, or, on dit le Mali est une république unitaire. Bon, quand on dit l'État fédéral, ça peut faire avancer les choses. Voilà, bon, c'est ça, c'est là où je pense que le point achoppe beaucoup parce que Kidal aujourd'hui, il veut qu'on mette dans la Constitution que le Mali est un État fédéral. Alors que les Maliens veulent que ce soit un État unitaire où on avance ensemble. On fait la déconcentration, on fait la décentralisation, on crée des cercles, des communes. Je vous donne un exemple. Taoudeni. Taoudeni, aujourd'hui, c'est un quartier de Tombouctou. Et Tombouctou a droit à un seul député, le cercle de Taoudeni et de Tombouctou. Et Taoudeni est comme une partie de Tombouctou, comme un quartier, parce que toutes les activités, le gouvernorat et tout ça, là, c'est à Tombouctou. C'est à Tombouctou, ouais. Et Taoudeni, avec 6 cercles, si on se réfère à la circonscription électorale des cercles, il faut avoir 60 000 habitants pour avoir un député. Mais même si vous n'avez pas 60 000 habitants, si vous êtes un cercle, vous avez droit à un député. Donc Taoudeni a 6 cercles. Et les 6 cercles, ça fait 6 députés. Or, Taoudeni qui dépend de Tombouctou, Tombouctou reste avec un député. Donc c'est ça aussi le problème c'est ça le problème. Donc tous les cercles du Nord qui ont été créés récemment, c'est à peu près ça. Il n'y a pas d'habitants, mais ils auront des députés. Ils auront des députés. Donc la représentativité des populations du Nord et surtout des populations du Nord sera beaucoup plus accentuée au sein de l'Assemblée nationale. Donc il y a tous ces efforts que le gouvernement a consentis avec les 159 nouveaux cercles. Les 159 nouveaux cercles, c'est des efforts que le gouvernement a consentis, c'est des sacrifices. Mais aujourd'hui, ils veulent toujours le fédéralisme. Tant que le fédéralisme n'est pas dans la Constitution, ils ne vont pas voter. C'est ça un peu leur position. Nous voulons un Mali uni, ça c'est le message fort qu'il faut surtout faire passer. On va toujours continuer dans notre entretien en faisant un décryptage un petit peu de l'actualité, faisant l'actualité qui est notre thème. On va parler, si vous le voulez bien, des partenaires de la communauté internationale. Le Mali a, pour ainsi dire, divorcé de la France. Barkhane est parti. On veut être autonome, on veut être indépendant. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Est-ce que nous avons aussi ces armes-là pour pouvoir être autonomes, ne pas dépendre de cette communauté internationale au Mali? Je peux commencer par vous, M. Cissé. Bon, moi je crois que la France, divorcer de la France, bon, c'est une bonne chose, mais il faut créer quand même les conditions pour que vraiment cette divorce soit consommée. Parce que jusqu'à preuve du contraire,
il y a de ces ONG qui sont financées par les Français. Il y a de ces ONG qui nous appuient techniquement. Mais, il faut le dire, on veut en finir avec cette politique française en Afrique. Les autorités veulent de cette politique de la France qui consiste à piller les ressources africaines, qui consiste vraiment à spolier, comment on appelle, le pays vraiment de ses ressources, avoir quand même une certaine mainmise, même s'il faut aller dans le cadre d'un accord de partenariat avec la France, ils vont le faire. Mais aller avec cette politique sauvage où c'est la France qui s'accapare de tout, moi je crois que c'est ce que nos autorités veulent vraiment bannir à jamais pour dans les jours à venir, quoi. Ils veulent bannir. Est-ce que tu vois? Bon, il y a beaucoup de propagande autour de cette question. Il y a deux axes. Si on se réfère à Paul Kagame, quand il a divorcé avec la France, il a interdit la langue française comme langue d'enseignement dans les écoles. Il s'est tourné vers l'anglais. Et il a rompu carrément avec la France. Et sa monnaie, c'est lui qui produit sa monnaie. Ce n'est pas une monnaie qui est produite dans les banques de France. Et ça a eu le mérite de quoi? Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui dirige l'Organisation internationale de la francophonie. Parce qu'ils ont supplié pour que le Rwanda revienne dans la francophonie, etc. Aujourd'hui, notre langue de travail, dans la nouvelle constitution, on dit c'est le français. Dans la constitution de 92, c'est le français. Et tant qu'on ne se départit pas du français, on n'est pas en train d'aller vers la souveraineté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la langue, c'est la monnaie. Le franc CFA, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique, des colonies. Donc, notre monnaie est garantie par la Banque de France. On n'est pas souverain tant que nous n'avons pas la plénitude de la gestion de notre monnaie. Donc, notre économie dépend de la France. Donc, tout ce qu'on dit, c'est de la propagande, à mon avis. Et si on prend le processus électoral aujourd'hui, l'Union européenne, par exemple, finance le processus électoral à hauteur de 17 millions de dollars. L'Union européenne finance le processus électoral à hauteur de 17 millions de dollars. Donc, l'Union européenne, c'est qui? On a chassé la France, mais l'Union européenne, le leader aujourd'hui, c'est la France. Ok? Donc, c'est de la propagande ce qu'on dit, on a chassé la France, on a fait... Si on voit la MINUSMA, par exemple, il y a des gens qui manifestent pour dire MINUSMA dehors, MINUSMA dehors. Mais tout le matériel électoral aujourd'hui est en train de transporter par la MINUSMA, les avions de la MINUSMA. Et la MINUSMA a des agents électoraux. La MINUSMA donne de l'argent pour la réussite du processus électoral. Donc, à notre avis, on peut se dire souverainiste. Mais un doigt ne peut pas ramasser une pierre. Il faut les doigts, les 10 doigts. Donc on a besoin des autres. Parce que le monde aujourd'hui, c'était un village planétaire. Et chaque pays constitue un quartier de ce village. On est obligé de se donner la main pour arriver à bon port. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas vraiment se départir de vraiment, ces partenaires internationaux et tout. C'est un peu difficile, mais peut-être que c'est la manière, la politique, la manière de faire des accords. C'est-à-dire que la France, il faut le dire, pouvoir aussi être imposant dans les négociations, dire que c'est sur la base, là, notre or, là, 20%. Mais en réalité, quand on essaie de voir, selon l'audit qui a été fait tout récemment, là, tout le monde a vu les résultats qui sont sortis, vraiment. C'est pas la peine. Il faut prôner pour le Made in Africa, voilà. le Made in Mali, à tous les niveaux. Voilà, il faut qu'on aller sur des bases saines. Aller sur des bases saines avec la France, coopération avec la France sur des bases saines. Mais pourtant, quand on leur demande, ils disent que ce sont des bases saines. Bon, quand on les demande, ils disent que c'est des bases saines. Mais en réalité, quand on essaie de voir, ce n'est pas du tout sain. Vous savez, les pays n'ont pas d'amis. Les pays ont des intérêts. Donc, c'est à nous de voir quel est notre intérêt et puis imposer ça dans les négociations. Parce que les pays n'ont pas d'amis. Ce n'est pas parce que la France nous a colonisés que nous sommes des amis de la France. Donc, c'est des intérêts. Chaque pays a des intérêts. Les États-Unis ont des intérêts, et la France a des intérêts, la Chine a des intérêts, la Russie a des intérêts. Sinon, quand on voit, quand vous parlez de l'or, les premiers partenaires qui sont venus au Mali pour l'or, ça c'est les Russes.
Mais il n'y a rien eu. Rien. Donc c'est à nos dirigeants de voir quel est notre intérêt et défendre notre intérêt. Sinon, aucun pays n'est ami ou ennemi du Mali. Tous les pays ne cherchent que leurs intérêts. C'est tout. Quelle approche devraient avoir nos dirigeants africains par rapport à ces partenariats-là? À ces partenariats, précisément au Mali, on doit avoir des cadres honnêtes qui doivent dire non, c'est comme ça qu'on doit aller. Qui doivent avoir la fibre patriotique. C'est ça aussi, hein, c'est ça. Et signer des accords sur des bases saines et non sur des intérêts personnels. Parce que la plupart de ces cadres-là sont des actionnaires dans les différentes sociétés françaises. Et c'est comme ça que tout, comme on appelle là, les biens là, les biens du pays sont vilipendés. Donc il faut de ces cadres intègres qui participent à la négociation jusqu'à la finalisation des différents, avec tous les moyens colossaux qu'on est en train d'investir pour payer des avions, des voitures, des avions de chasse. L'armée doit quand même pouvoir être en mesure de sécuriser l'ensemble du territoire malien. D'accord, mais il faut aussi comprendre que la sécurité, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut du temps, c'est un processus, ce n'est pas juste ces armes, il faut aussi une formation pour ces militaires-là. Docteur Sango? À mon avis, la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas du tout sécuritaire. Il y a des milliards qui ont été investis, mais personne ne connaît le montant réellement investi. Mais les autorités ont fait des efforts. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir l'armée qui monte en puissance. Mais il y a des insatisfactions. Aujourd'hui, la sécurité n'est pas visible sur les grands axes routiers. Et les cars se font attaquer, des personnes se font attaquer. Donc il faut beaucoup d'efforts, beaucoup d'années pour que la sécurité puisse revenir. Et ce n'est pas tout de suite. Il faut allier à ça le dialogue avec ceux qui sont disponibles à dialoguer. Il faut aussi associer toute la population malienne à la sécurité. Parce que la sécurité, ce n'est pas seulement les armes, mais c'est aussi beaucoup d'initiatives qu'il faut explorer. Il faudra beaucoup d'années, beaucoup d'efforts pour que la sécurité puisse revenir. Ce sera les derniers mots de notre entretien du jour. Téléspectateurs, nous arrivons à la fin. Monsieur Sango, merci beaucoup. Docteur Sango, merci d'avoir contribué à ce débat sur l'actualité. Monsieur Cissé, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous Ce remercie. sera un plaisir de pouvoir vous revoir et discuter d'autres sujets encore sur le débat, sur le plateau de Mandé TV. Merci. Téléspectateurs de Mandé TV, nous sommes à la fin de notre entretien du jour. Nous avons fait l'actualité, nous avons discuté de l'actualité nationale. J'ai pour invité Dr Ibrahim Sango, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, expert dans plusieurs domaines, notamment des questions liées à la démocratie, la bonne gouvernance, le processus électoral, journaliste, docteur en communication. Notre second invité est M. Alassane Cissé, journaliste, directeur de publication et promoteur du journal L'Adversaire. Ainsi prend fin notre entretien du jour. Restez toujours sur les ondes de Mandé TV et allez sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali.